Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Mauvaise nouvelle, c'est qu'encore une fois, l'Algérie figure dans ses comptes d'HSBC Suisse. La bonne, c'est que vous ne pourrez plus planquer tout le temps votre argent là où vous êtes à un moment ou à un autre, ça va se savoir. On l'a vu encore cette fois, 671 millions de dollars, le montant de ces comptes algériens, ou liés à l'Algérie, c'est bien de le préciser. On va essayer d'expliquer ça un peu dans un instant. L'Algérie figure au 55e rang des pays qui sont concernés par ce scandale. On cite l'année donc sur une période entre 2006 et 2007, 440 clients. Est-ce qu'on peut facilement extrapoler maintenant et considérer que ce chiffre renseigne sur l'importance des fonds qui sont planqués ailleurs? Hassan. Oui et non, oui et non. HSBC, pourquoi HSBC? C'était pas la filière privilégiée par l'évasion. On peut lier, je ne vais pas faire de mauvais procès à mon ami Rachid Sekka qui dirigeait la filière algérienne de HSBC, mais on peut dire que si HSBC existait depuis plus longtemps en Algérie, si c'était une banque qui était implantée en Algérie depuis le début des années 80, comme c'est le cas probablement au Maroc ou dans d'autres pays, on aurait trouvé des fonds plus importants de compte algérien. Donc ça ne renseigne pas tout à fait sur le volume, mais ça dit quand même quelque chose. 670 millions de dollars, c'est énorme. Est-ce que ça peut renseigner, peut-être pas qu'à travers HSBC, mais de manière générale, sur l'argent qui peut être planqué dans d'autres pays, dans des paradis fiscaux, Abed? Ça donne une indication. Ça donne une indication selon laquelle les transferts, disons, illégaux, pas illégaux, cachés, parce que ça englobe beaucoup de choses. Il y a peut-être des comptes sur lesquels sont déposées des sommes d'argent gagnées de manière parfaitement légale. C'est peut-être minime. Tu penses aux footballeurs? Je pense à un diplomate qui était en poste en Suisse, qui avait ouvert un compte à la HSBC. Donc c'est infime, mais ça peut exister. Maintenant, on est dans un pays où tout est suspect jusqu'à preuve du contraire. Oui. C'est ça le problème. Et donc, chaque euro déposé dans cette banque est a priori suspect. C'est de la corruption, c'est de l'évasion fiscale, c'est de l'argent caché de manière illégale. Donc voilà, nous avons inversé l'équation. Alors la question c'est d'où vient cet argent? Est-ce qu'on peut essayer d'expliquer ce matin un petit peu ce que ça représente, tout cet argent planqué? Est-ce que c'est de l'argent qui a été puisé dans toutes les affaires d'importation ou dans toutes ces affaires d'importation qui durent depuis plusieurs années, ou est-ce que ça va au-delà? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelque chose autour de ça, Lies, étant donné que toi, tu as suivi des affaires de corruption jusque-là et notamment celles qui sont liées à l'importation? La provenance de cet argent peut être illégale, certes, puis avec l'explosion des affaires de corruption, mais comme dit Abd, ça peut aussi être un argent gagné de manière légale, puisque c'est des personnes liées à l'Algérie, qui sont peut-être des binationaux, qui ont leurs affaires en Europe ou ailleurs, des entreprises, et qui ont des comptes en Suisse et qui passent. Il faut dire aussi que la Suisse est une place où se négocie beaucoup de matières premières, beaucoup de producteurs beaucoup d'Algériens ont des entreprises qui sont spécialisées dans le négoce international. Ils peuvent gagner cet argent légalement. Seulement, il y a aussi une partie on suspecte aussi une partie qui provient de sources, un argent gagné de manière illicite, que ce soit dans les affaires de corruption, des commissions versées dans des comptes de personnes. Pour le moment, on ne connaît pas l'identité des détenteurs de ces comptes, ou bien la surfacturation des importations. En fait, ce qui peut nous permettre de savoir d'où provient l'argent, c'est déjà l'identité. Alors sur l'identité, on n'est malheureusement pas, comme à chaque fois qu'il y a un scandale lié au contenu Internet qui est dévoilé par des hackers, on est en bout de liste et on n'arrive pas à avoir la partie qui concerne l'Algérie. Cela dit, on a bon espoir de récupérer, nous, dans les médias
que l'agence Interface Média anime, Maghreb Émergent, le Huffington Post. Algérie, on a l'espoir de pouvoir récupérer ce listing pour renseigner l'opinion publique algérienne sur... alors à ce moment-là, évidemment, il ne faut pas tomber dans le travers de la délation parce qu'il pourrait y avoir, Abd fait bien de le rappeler, des Algériens qui ont eu des activités à l'étranger de par leur séjour, etc. Et qui ont ouvert normalement un compte en Suisse. Il faudrait voir. Mais il pourrait se trouver des responsables qui ne sont pas supposés avoir un compte en Suisse. Et à ce moment-là, ça vaudrait la peine de le révéler à l'opinion publique. Oui, éviter la délation, éviter aussi la diffamation. Donc, il faut être prudent. Il y a l'argent légal. Un Algérien qui est établi en France, qui a un passeport algérien, établi en France et qui dépose de l'argent en Suisse. Est-ce que c'est légal ou pas? Il pourrait être en faute avec la législation française s'il a une activité en France. Mais disons qu'il faut quand même dire les choses. Ce qui nous intéresse, c'est l'argent illicite qui est parti d'Algérie. Alors c'est quoi? Ça peut être de l'argent acheté au Square, à Port Saïd, et transféré de manière illégale. Mais c'est de l'argent gagné, transféré, au vu et au su de tous. Ça, c'est l'argent qui pose le moins de problèmes. Il y a l'argent des pots de vin. Donc ça intéresse réellement les Algériens et je me demande si le procureur va s'autosaisir pour essayer d'envoyer une commission rogatoire pour enquêter sur ces gens. Il y a un autre phénomène, c'est celui du commerce extérieur. Alors, ce qu'on sait depuis quelque temps mais qu'on n'arrive pas à prouver, c'est que, par exemple, beaucoup d'importateurs algériens achètent des produits auprès d'entreprises qui leur appartiennent à l'étranger. Oui. Et ils peuvent vendre leurs produits en Algérie sans faire de bénéfices en Algérie. Ce qui les intéresse, c'est le bénéfice qu'ils font là-bas, qu'ils font à l'étranger. Donc ça apparemment, c'est énorme. Il y a aussi tout ce qui est donc pot de vin, versés par des entreprises étrangères à des Algériens à travers des circuits qui sont très complexes. Mais qui ne passent plus beaucoup par la Suisse, je crois. Enfin, l'IAS, ça fait pour Maghreb Émergent une enquête sur le scandale autoroute Est-Ouest qui va être jugé en avril prochain. Et je crois que, je ne sais pas, l'IAS va me confirmer cela. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait des comptes ouverts en Suisse pour ceux qui ont touché des pots de vin. C'est Hong Kong dans le cas de l'autoroute Est-Ouest. De l'autoroute Est-Ouest, mais il existe. HSBC, c'est aussi à Hong Kong. Hein. Oui, c'est une filière. HSBC, c'est la banque de Hong Kong. Mais Hong Kong, comme la Suisse, ce ne sont que 2 paradis fiscaux parmi une centaine. Nous avons maintenant. On comprend maintenant que les paradis fiscaux sont au cœur du système de la mondialisation. Ces pays ont développé des avantages comparatifs qui permettent l'optimisation fiscale. Vous avez toutes les multinationales qui ont des filiales là-bas. C'est un peu pour optimiser les coûts de production. Il faut dire aussi puisque le système le permet, pourquoi on se prive de domicilier des comptes là-bas ou des entreprises pour optimiser les coûts de production, voilà. Si vous voulez, la corruption, c'est sophistiqué dans le sens où on ne verse plus de l'argent à quelqu'un parce qu'il a signé un contrat. On crée une société écran derrière une autre société écran qui appartient à une troisième société et donc on fait une étude où on est supposé faire une prestation de service. C'est ce que révèlent tous les pots de vin qui ont été versés à Bdjaoui. C'est pas un pot de vin. Il est supposé avoir fourni des prestations de services. Donc ça permet d'aller dans des banques, c'est a priori légal parce qu'il y a des contrats, etc. Et ça se complique. Moi, ce qui me frappe dans tout ça, c'est que l'Algérie est totalement désarmée pour enquêter sur ces systèmes. On n'est pas outillé, on a un siècle de retard sur le veut-elle, c'est la grande question. Mais je dis, même si on le voulait, on n'a pas, on est out. Pour ces formes de corruption, il n'y a pas uniquement de la création de sociétés écrans
pour des prestations de services. Il y a aussi le recrutement de personnes physiques. On peut recruter un prête-nom qui travaille pour un responsable, il lui donner un service pour le consulter, un salaire de 5 000 ou 10 000 euros sur 4 années du projet. Ça fait plusieurs millions et ça fait une commission de un salarié. Voilà, donc ça peut cacher ces... Alors, je voulais revenir sur ce que dit Abed l'Algérie qui n'est pas outillé, Oui, sans aller chercher à traquer les traces de commissions déposées dans des banques à l'étranger, paradis fiscaux, sociétés écrans, etc. Faire des enquêtes financières que mènent les grands organismes policiers internationaux. Ici, chez nous, dans le périmètre domestique, Oui. on vient d'apprendre par la voie de l'APS la semaine dernière, c'était arrivé juste après le café presse, sinon peut-être qu'on en aurait parlé déjà jeudi dernier, que les services de douane ont saisi la justice au sujet d'une affaire de malversation, 400 millions de dollars de préjudice, de surfacturation. À l'étranger. Voilà, à l'étranger, de surfacturation auprès de 2 agences d'une banque à capitaux étrangers qui, dont le nom n'avait pas été cité, mais qui, de toute vraisemblance, paraît être AGB Bank. Et on apprend quoi? On apprend que ça a été possible parce que les services de douane et les banques n'ont pas fait le rapprochement pour savoir si c'était la même facture qui était payée. La facture qui était présentée à la banque était gonflée pour transférer le maximum de devises vers l'étranger. La facture qui était présentée aux douanes était baissée au maximum pour payer le moins de frais de douane. Et le rapprochement entre les 2 factures, pour la même importation, ne se faisait pas. Et donc on pouvait jouer sur ce différentiel pour transférer beaucoup de capitaux. Alors, l'Algérie n'est pas efficace dans ces opérations-là. Pour le reste... Voilà. Elle n'est pas efficace sur des systèmes primaires comme celui-là. Elle ne peut pas être efficace sur des systèmes complexes comme les sociétés écrans, etc. Il y a eu aussi le scandale sur les sociétés d'importation qui ramenaient des conteneurs vides ou bien avec des gravats à l'intérieur. L'objectif, visiblement, l'objectif, c'est de transférer de l'argent. Il y a un chiffre qui a été avancé par M. Ali Benflis qui a parlé de 20 milliards de dollars. Bon, c'est une estimation comme une autre. Le tiers c'est le tiers des importations. Il reprend les chiffres d'une ONG américaine. Moi, j'ai dit autour de cette table il y a quelque temps que l'Algérie peut vivre avec un tiers en moins de ses recettes extérieures. J'en suis convaincu. Avec toutes ces affaires, on apprend que finalement, l'argent qui est mal utilisé, soit sous forme de gaspillage, de corruption, de transfert illicite, etc., il atteint des sommes absolument démoniaques. On ne se rend même pas compte de ce que c'est. Quand on parle, excuse-moi Elias, parce que j'ai donné la parole, quand on parle de l'outil ou des outils de l'Algérie pour lutter contre la fraude fiscale, on peut s'interroger sur la responsabilité des uns et des autres, à commencer par le système fiscal. Quand on sait justement que tout le système fiscal algérien repose sur le capital humain, rien n'est informatisé, ça pose des questions et ça interroge sur la volonté politique. C'est au-delà justement de cette capacité à vouloir lutter contre la fraude, que ce soit ici et encore plus difficilement à l'extérieur. On est toujours dans cette ambiguïté entre l'incompétence et une volonté politique de ne pas régler les problèmes pour justement faciliter les choses. Quelle est la part de l'une ou de l'autre? Nous sommes dans un système politique qui structure la corruption. Il l'organise, il la gère très bien. Moi, je dirais la fraude fiscale, c'est le fil rouge, c'est la continuité dans le système de création, de transfert de valeur vers le privé, création d'une bourgeoisie, etc. C'était toujours vrai. Ça a pris des proportions plus importantes avec le temps, mais c'est toujours rouge. Mais il y a 3 mécanismes importants de création de richesse et de transfert de valeur vers le privé qui ont marqué chacune des grandes périodes de politique algérienne. Du temps de Boumedienne, c'était en gros les crédits, c'est petit, c'est pas important, c'était les crédits accordés pour acheter la paix sociale auprès des anciens compagnons de la Révolution. Il y a eu beaucoup de crédits donnés aux Moudjahidines qui n'ont jamais été remboursés. Grand bien leur face, mais c'était un mécanisme qui a permis la naissance d'un privé. Transfert de valeur, c'est du transfert de valeur. La période de Chadli Benjedid, c'était surtout l'immobilier. C'était l'immobilier, on se rappelle des cessions qui ont été faites, etc. C'était ça, le gras sur lequel on pouvait construire, et qui a continué un peu après. Le mécanisme dominant des années Bouteflika, c'est
la fraude à l'importation. Parce que les années Bouteflika, c'est l'importation. C'est transférer plus que ce qu'on a importé. Et ce montant-là, on change d'échelle, on change d'univers. Ce sont des montants qui aujourd'hui, quand Ben Fliss parle de 20 milliards, il a probablement exagéré, mais on est dans des ordres de grandeur qui se comptent en milliards de dollars. Dernière question pour terminer. Qui peut se saisir de ces affaires de corruption? Le procureur d'Alger. Je ne sais pas s'il peut le faire, s'il est habilité à le faire, s'il va le... Mais bon... Il préfère attaquer Saïd Saadi sur Bsali, Ben Bella. Voilà. Une autre question aussi, est-ce qu'il y a des juges d'instruction ou des compétents pour enquêter sur ces affaires? En fait, c'est un tout. Et là encore, on rebondit sur le volet politique. S'il y a un pouvoir politique fort et légitime, il peut faire de la pédagogie, ça prendra 6 mois, 1 an, 2 ans, il peut faire de la pédagogie sur ça, il peut former les juges pour ça, même s'il n'y a pas de juges formés, il pourra les former, et de toute façon, il faudra le faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. S'il n'y a pas amnistie, s'il n'y a pas d'amnistie fiscale, s'il n'y a pas d'amnistie. Ce qui me dérange juste dans ces histoires, c'est que l'histoire, les listes de HSBC, c'est l'un des aspects de la mondialisation et des nouvelles technologies de la communication, l'Internet, tout ça. A priori, on ne peut plus rien cacher. C'est ça. À condition d'être outillé pour savoir tout ça. Je rappelle que quand il y a eu l'affaire Chekib Khalil, on a dit qu'il avait des biens, etc. J'ai appelé une amie qui est aux États-Unis, on discutait sur Internet. Qu'est-ce qu'il a comme bien? Elle a tapé elle m'a dit 2 minutes, elle a tapé sur son micro. Elle m'a ramené la liste de tous les biens que possède Chekib Khalil. Le système américain est allé dans la transparence sur certains volets, de manière à ce qu'on ne peut plus rien cacher au fisc américain, sauf si on est dans la drogue. Donc, ces systèmes-là, les domaines d'Alger, est-ce qu'on peut savoir ce que possède qu'est-ce qu'il possède comme bien? Saïd Bouteflika. Saïd Bouteflika. Mais tout ça devrait être public, à la portée de tout le monde. C'est ça un système performant. C'est facile à faire. Tout ça est relativement facile à faire. Pour Chekib Khalil, ça permet-moi de dire que ça n'a pas permis de le ramener, en tout cas en Algérie. Non. Voilà. On va rester sur l'actualité dans cette deuxième partie, à commencer par Ain Salah. Pourquoi Ain Salah? Parce que ce matin, il y a encore une nouvelle mobilisation. Elle ne s'est jamais arrêtée. Nedjma Randlo nous a rejoint pour en parler, puisque vous suivez le dossier depuis le début. Alors, est-ce qu'il y a du nouveau par rapport à ce matin et cette mobilisation? Alors, du nouveau, non, pas vraiment, si ce n'est que la mobilisation se durcit, en fait. Donc, on a changé de forme de protestation. Donc, les marches continuent, les marches quotidiennes, voilà, pour protester contre l'unique revendication qui est l'arrêt des forages du gaz de schiste. Mais maintenant, on a une occupation des sites. Donc, on avait vu, la semaine dernière, on en avait parlé beaucoup sur la toile avec des diffusions d'images qui ont été prises in situ, donc sur les sites de forage directement. Et donc, ça s'est poursuivi. Et ça s'est renforcé donc après les déclarations du PDG par intérim de Sonatrach, M. Sarnoun, qui était donc dimanche, qui se sont donc en début de semaine. Et suite à ça, il y a un deuxième front de blocage qui a été ouvert. Donc à Hassimoumen, donc il y a 35 km au nord de Insala. Et donc là, avec une fermeture, une occupation de l'entrée du site géré par Petrofac, notamment Statoil et Petrofac qui exploitent le site. Et donc voilà, et la route RN1 qui mène au puits de Annette est toujours bloquée, donc pas de, apparemment des contacts que j'ai sur place, il y aurait eu un camion de vivres qui a dû faire demi-tour, donc il n'est plus alimenté. Voilà, oui. Enfin, les ouvriers, les personnes qui sont dessus ne peuvent plus travailler dans les conditions. Est-ce que l'intervention du ministre justement la semaine dernière va faire évoluer les choses, parce qu'il a quand même été intransigeant? Est-ce que ça va conduire à... Quel ministre? Pas le ministre, le directeur par intérim, le responsable par intérim de Sonatrach. Est-ce que ça va faire que les choses se compliquent davantage? Alors, il y a trois petits problèmes. Le premier, c'est que Nedjma a enlevé les bijoux que lui a offert son amoureux Targui, qu'elle a rencontré quand elle était à Ain Salah. Le deuxième...
Le deuxième problème, c'est que la plus grande compagnie algérienne, celle qui nous fait vivre, a un directeur par intérim. C'est honteux. C'est de la mauvaise gestion par excellence. On ne peut pas avoir un intérimaire à la tête de son atraque. C'est pas possible. En même temps, il n'y a qu'un intérimaire qui peut prendre des positions aussi fermes sur une question aussi Non, stratégique. Est-ce qu'il est toujours intérimaire? Officiellement, Oui, oui. C'est oui. complètement stupide. La troisième, c'est je ne sais pas si c'est le plus important ou c'est le problème le moins important, c'est que ça se dirige vers ce que je craignais au début, c'est que la mauvaise gestion de l'affaire gaz de schiste risque de déraper avec ce qui est en train de se passer. La question que je me pose, c'est une question détachée au contexte. Njima, toi qui étais là-bas, est-ce que la répression peut survenir rapidement? Est-ce qu'il y a dans l'air le risque qu'il y ait une intervention musclée? On sait que tant que ça se passait en ville, qu'il y avait des marches, etc., c'était plutôt toléré et admis. Est-ce qu'aujourd'hui que la production de la poursuite du forage est menacée par l'occupation, est-ce qu'on redoute, est-ce que les militants sur place redoutent une intervention musclée qui peut tout changer? Disons qu'on sent que le groupe des 30, enfin des 22 au début, puis après qui s'élargit, qui a été dissous, qui s'est reformé, n'a plus vraiment d'emprise sur un peu les têtes dures qui sont menées notamment par des jeunes de Ensala qui semblent déterminés à aller jusqu'au bout et vraiment du coup à occuper les sites et peut-être à rentrer dans un affrontement, même si les appels continuent à être des appels au calme, pacifiques, mais en tout cas, voilà, c'est sûr qu'en termes d'organisation, on sent des divisions Est-ce que le avec... dispositif sécuritaire, on te le dit encore aujourd'hui, est léger et ils sont encore en retrait par rapport à ce qui se passe et à l'évolution de la manifestation? Disons que moi, j'ai eu des échos qui avaient eu... alors, au début, quand ils occupaient le site et quand il y avait la gendarmerie qui venait, ils repartaient tout de suite. Quand on leur demandait de quitter les lieux, ça se passait de façon plus ou moins en bon terme, enfin pacifique. Maintenant, c'est vrai que s'ils décident de durcir et de rester sur place et de ne pas bouger jusqu'à avoir obtenu les revendications, est-ce que du côté des forces de police, on va continuer à discuter? Bon, ça, on ne peut pas vraiment le savoir, mais c'est vrai que c'est un risque. L'intervention des politiques, on a vu, elle n'a pas été très active encore cette semaine. La réunion qui devait avoir lieu ici à Alger entre le Premier ministre et des représentants de ces manifestants, elle a eu lieu? On a des informations Voilà, là-dessus? c'est vrai que c'est ça aussi qui a poussé les manifestants à durcir le ton, c'est-à-dire qu'on a eu toute une délégation officielle qui se sont rendus sur place. Ça n'a abouti à rien. Il y avait l'émissaire de la DGSN, Ahmed Hamel, qui avait promis de revenir, qui n'est jamais revenu, qui était parti pour essayer... Entre-temps, il y a eu la déclaration il y a eu le communiqué du président. Ouais. Voilà, et puis il y a eu cette délégation qui devait se rendre à Alger pour être reçue par Abdelmalek Sellel, qui attend toujours d'être reçu. Ça ne s'est pas fait. Et ça s'est toujours pas fait. Et il devait notamment avoir dans cette délégation 5 ingénieurs. C'était un peu ce que demandaient aussi les habitants de Ain Salah, d'avoir une garantie sur comment va se passer l'exploitation des sites et d'avoir des ingénieurs de la ville qui fassent partie du comité scientifique. Mais il ne devait pas faire partie de la délégation qui devait monter à Alger pour être reçu par le Premier ministre. Oui. Je suis obligé de regarder les choses sous un autre angle. Enfin, il y a différents angles qui sont très nombreux. Un angle précis, c'est que à Ain Salah et dans le sud, on a créé un nouvel abcès de fixation. J'ai vu des photos sur Internet avec des gendarmes déployés, des forces de sécurité. C'est impressionnant, c'est le grand dispositif, ce qui est logique du point de vue de celui qui doit assurer la sécurité des sites. Donc on a Ghardaïa, on a tous les barrages, on a tout le terrorisme. Est-ce que le pays avait besoin d'un nouvel abcès de sécurité pour fixer de nouveaux hommes sur de nouveaux sites, etc. À qui il faut poser la question? C'est un engrenage, qui va nous mener à une situation où le siège de Radio M aura besoin d'agents de sécurité pour surveiller le site. C'est terrible. Je ne sais pas s'il va être d'accord. On ne fait pas de forage horizontal à Place Audin. Je donne l'impression.
Le sentiment aussi qui s'exprime beaucoup sur la page Facebook, puisque c'est là où on a un peu la température, le pouls exactement de ce qui se passe. C'est un sentiment aussi de mensonge et de trahison. C'est-à-dire que ces photos avec ces bidons qui ont beaucoup circulé, donc c'est que toutes les mesures de sécurité n'ont pas été prises. Et puis il y a autre chose qui met quand même de l'huile sur le feu, c'est Total, notamment, qui quand même annonce sur son site internet qu'ils sont en train d'exploiter des sites dans le sud de l'Algérie. C'est foutu. Donc ça, c'est foutu. Cette histoire de gaz de schiste ça, est vraiment c'est vrai, partie sur c'est-à-dire des que bases le horribles. gouvernement algérien nous a menti. C'est pas vrai que c'est juste des phases de prospection. Les accords ont été passés avec les sociétés françaises et ça a été acté et on va exploiter le gaz de schiste. Donc ça circule aussi beaucoup On sur... imagine si quelqu'un, un militant anti-gaz de schiste, réussit demain à obtenir et à rendre public les contrats passés avec Total. Non, il n'y a pas de contrat avec Total. Non, j'en sais rien. Il y a une défiance totale vis-à-vis de la direction générale de Sonatrach et du ministère de l'Énergie. C'est un constat qu'il faut faire et il faut dans la gestion de cette affaire, il faut prendre cette défiance comme un élément central du dossier. Ce n'est plus un à côté. C'est plus le gaz de schiste qui est important. C'est la défiance vis-à-vis du gouvernement qui devient centrale. Alors ce que nous a expliqué hier, surtout Tawfiq Hasni, ancien vice-président de Sonatrach, mon fondateur et dirigeant de Nil, la filiale Sonatrach Sonelgaz pour les énergies renouvelables, hier sur le plateau de l'invité du direct, c'est que 2 forages ne permettaient pas d'évaluer, dans le cadre du non conventionnel, le potentiel réel d'un gisement, qu'il fallait en faire beaucoup plus et qu'il fallait même dans le cadre du non conventionnel, rentrer en mode de production pour pouvoir avoir une idée précise de ce que peut générer un gisement. On peut en avoir une idée extrêmement floue, contrairement au conventionnel. Pourquoi ? Parce que la roche ne se comporte pas. Là, il s'agit de fracturer de la roche non poreuse. Et donc, le comportement de la roche va changer de 100 mètres à 100 mètres. D'un forage à l'autre, on n'aura pas les mêmes rendements. Et donc, le rendement qu'on peut obtenir sur un gisement ne dit pas ce que va valoir le reste ce qu'on va valoir le reste des forages. Donc, on est dans une situation où pour répondre aux questions que se pose Sonatrach sur la rentabilité, il va falloir faire d'autres forages et de plus en plus confronter la population. Je suis d'accord avec le pessimisme de Abdel Sharif, rentrer dans un cercle vicieux infernal. Bon voilà, on fera certainement pas le tour de la question aujourd'hui puisque c'est un dossier encore ouvert. Avant de terminer, il y a une autre actualité qui me semble importante ce matin et avec vous j'aimerais l'aborder. C'est le rapatriement aujourd'hui de 2 corps, celui de Mqaddam qui est décédé et puis de Roger Hanin, Assia de Assia Djebar, j'ai dit Mardam, pardon. De Assia Djebar et de... Oui, heureusement que tu as relevé. De Assia Djebar. Non, il faut laisser ça au montage. Non, pourquoi s'il te plaît ? Il faut absolument laisser ça au montage. On va laisser ça pour le bêtisier. Donc, de Roger Hanin et de Assia Djebar. Roger Hanin, d'abord, j'aimerais avoir votre réaction par rapport au fait que Roger Hanin se fasse enterrer ici en Algérie, sa décision. Et une information est rapportée selon laquelle c'est un avion présidentiel qui le rapatriera, un avion présidentiel algérien qui le ramènera en Algérie pour qu'il se fasse enterrer. Alors d'abord, votre impression à ce sujet ? Moi, ce matin, j'étais dans un taxi, un peu en retard comme d'habitude pour arriver au CPP, et il y avait 2 jeunes avec le chauffeur de taxi qui étaient de mon âge, et donc on a pu ensemble raconter l'histoire des Juifs d'Algérie à ces 2 jeunes, pour leur dire ce que me disait ma fille hier. Moi, j'ai grandi dans une Algérie où il n'y a qu'une seule communauté. J'ai beau savoir par l'université qu'il y a d'autres communautés qui ont vécu ici, mais je suis quand même surprise d'apprendre qu'un juif va être enterré, un juif d'Algérie, un Algérien qui est d'une autre confession, d'une autre communauté religieuse, même si lui ne se considère pas très religieux, mais il est cachère par sa famille, Roger Hanin, va être enterré en Algérie. Donc c'est une connexion physique, factuelle, qui est intéressante, qui permet de restaurer un pan de l'histoire de l'Algérie qui a été masqué à cause des histoires de la guerre de libération nationale. On va rentrer dans un débat. Oui. Donc c'est un événement extrêmement positif de mon point de vue, extrêmement positif, que Roger Hanin ait choisi d'être enterré auprès de sa famille à Saint-Eugène, probablement, dans le carré juif du cimetière de Saint-Eugène. Sans le rattacher, cette position, tu la partages, Abed, sans la rattacher avec ce qui s'est passé récemment, les attentats en France contre Charlie Hebdo et contre
Cacher, le supermarché Cacher. Non, là, on est complètement dans les symboles que Roger Hanin se sente algérien et qu'il veuille se faire enterrer en Algérie. C'est très noble, c'est très respectable. Que le président Bouteflika fasse un geste qui est à la fois symbolique, politique, etc., ça peut parfaitement se défendre. C'est bien que ça se fasse. Mais il y a une partie de l'histoire à assumer, comme a dit Hussein. Moi, à propos de juifs d'Algérie, je suis allé enquêter sur un autre juif d'Algérie qui est très célèbre. C'est Enrico Macias. Alors, j'ai découvert des choses qui m'ont vraiment étonné. J'ai découvert que c'était un milicien anti-FLN qui a cassé du Fellaga. J'ai découvert qu'il a travaillé avec Maurice Papon. Donc, c'est l'anti-Roger Hanin. Et j'ai découvert qu'à un moment donné de l'histoire, Constantine était peut-être la plus grande ville juive du monde. Plus grande que Tel Aviv. Elle était en concurrence avec New York. Donc voilà, c'est un pan de l'histoire de l'Algérie. Et ça, c'est le 19e siècle, c'est pas très ancien. Donc c'est un pan de l'histoire de l'Algérie qu'on découvre comme ça par bribes. Et j'en profite aussi pour quand même... Roger Hanin est en train d'éclipser Assia Djebar, qui est née dans le Zahra, un peu à côté de chez moi. Donc, qui a été une grande dame, et la trajectoire de Assia Djebar est totalement différente. Elle a rejoint le FLN pendant la guerre de libération pour s'exiler un petit peu progressivement ensuite. Donc, c'est très, très compliqué, très complexe comme itinéraire. N'a pas supporté que l'avion présidentiel ne soit pas consacré. Non, mais c'est un concours de circonstances. Il y a Assia Djebar qui va revenir avec Aigle Azur et Roger Hanin qui va revenir dans un avion présidentiel. Donc, disons, on a l'impression que c'est... Non, c'est peut-être pas gênant, mais c'est deux traitements qui sont quand même très différents. Ça ne me gêne pas du tout. Assia Djebar Ta'na. Complètement. Et on découvre que l'autre a failli ne pas devenir... il a failli devenir Machine Ta'na. On redécouvre Blin Ta'na également, donc on en fait un peu plus. N'empêche, tu as fait le lien avec Enrico Macias, peut-être qu'il ne fallait pas. Peut-être qu'il fallait pas. Ce sont deux trajectoires, ça, non, Oui. non. C'est des trajectoires possibles. Ça donne plus de mérite à Roger Hanin. Très bien, d'accord, c'est comme ça. Tout à fait. D'accord. Et ben voilà, on va terminer avec ça. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle actualité. À plus tard.